Le 15e Festival de Montreux en Suisse a réuni du 11 au 17 juin 30 000 professionnels de la télévision. Avec Brighton en Angleterre, le NAB de Dallas aux États-Unis, le Symposium de Montreux est l'une des 3 plus grandes expositions internationales sur le matériel de production et de diffusion. Depuis 1961, la Cité du Lac-Léman est le témoin de toutes les innovations. Elle concerne très directement les professionnels à chacun des postes de la chaîne de production audiovisuelle. Les capteurs CCD ont conquis presque tous les fabricants de matériel broadcast. Ils remplacent les tubes, non seulement pour la saisie des images de reportage, mais aussi pour la production en studio. La société Thomson présentait sa nouvelle tête de caméra, la TTV 1640. Cette tête caméra présente des caractéristiques nettement améliorées par rapport aux caméras tritubes classiques, Saticon ou Plambicon. Et en particulier, l'augmentation de sensibilité de cette caméra a permis de pousser le gain jusqu'à plus 21 dB et de permettre de réaliser des images jusqu'à un éclairement aussi faible que 10 lux, sans augmentation notable de bruit par rapport à ce que l'on connaissait sur les caméras à tube. Donc cette caméra est plus sensible qu'une caméra à tube, elle est aussi beaucoup plus tolérante pour les fortes surexpositions, pour les fortes lumières. Et nous avons développé un système de compresseur de blanc qui permet d'augmenter la latitude d'exposition d'environ 2 diaphragmes et donc de permettre en contre-jour, ou lorsque l'on a un éclairage très contrasté, d'avoir une image dont non seulement les détails mais aussi les couleurs sont parfaitement reproduites. Cette CCD Thomson dispose de 10 mémoires de blanc. Autre caractéristique, une commande de gain à 6 positions, de 6 en 6 dB, c'est-à-dire de diaphragme en diaphragme. Sa consommation d'énergie est de moitié inférieure comparée aux têtes de caméra à tube. Ce magazine a été tourné avec une caméra CCD Sony. Comme les autres CCD, elle est soumise au mauvais effet du smearing. Philips propose de nouveaux capteurs qui atténuent ce défaut. De même, Sony présentait de manière très confidentielle une CCD inédite dotée d'un obturateur électronique. Toujours dans le domaine du caméscope, l'arrivée du format Betacam SP de chez Sony améliore encore la qualité d'enregistrement de l'image vidéo et du son. Premier atout, la possibilité pour le caméraman de relire en noir et blanc les images enregistrées à l'intérieur du viseur. Avec un adaptateur et un moniteur, l'enregistrement peut être revisionné en couleur. Le format SP par rapport au format Betacam standard permet d'avoir une bande passante beaucoup plus large grâce à l'utilisation d'une bande métal. Ici, le caméscope que vous voyez, donc on prend un nouvel enregistreur qui s'appelle le BVV5 et qui remplace le BVV1 que vous connaissez tous dans les chaînes et qui permet d'avoir donc cette bande passante de 5 MHz et 2 canaux audio supplémentaires lorsque vous utilisez la bande métal. Si vous mettez la cassette métal, automatiquement le magnétoscope le détecte grâce à des reconnaissances mécaniques existant sur la cassette et vous permet donc d'enregistrer à plus large bande passante et également d'avoir 2 pistes audio de très haute qualité qui sont enregistrées simultanément avec la vidéo et vous donne un rapport signal sur bruit très comparable à ce qu'on fait en très haute qualité audio tel compact disque, etc. Cet appareil enregistre le VITC, autrement dit l'enregistrement du temps codé dans l'intervalle vertical, ce qui permet de travailler à la trame près lors des arrêts sur image au montage. Concurrent direct du Betacam SP, le format M2, lui aussi en demi-pouce, il était représenté par Matsushita Panasonic. Côté lecteur-enregistreur de studio, Sony présentait le BVW75, compatible aussi bien avec le format Betacam normal ou SP. Cette machine travaille avec les cassettes du caméscope, mais aussi avec des cassettes d'un volume plus large, pouvant avoir une durée de 100 minutes. Le format Betacam s'impose donc en production.
Cette bande magnétique qui parcourt l'intérieur de ce magnétoscope de chez Ampex est numérique. Précisons tout de suite que l'on peut dire numérique ou digital, c'est exactement la même chose. Le signal analogique transmis par une source extérieure est échantillonné, ce qui offre de très gros avantages. Vous savez que les magnétoscopes traditionnels, au fur et à mesure des générations requises, amenuisent la qualité de l'image. Le digital ici réunit les qualités qui permettent de faire autant de générations que l'on veut. Également, le digital composite permet d'utiliser cette machine en lieu et place des machines existantes, c'est-à-dire à la place, par exemple, des machines de pharmacie. Tous les grands fabricants se lancent dans le numérique. Dans chaque stand, les démonstrations les plus sophistiquées rivalisaient entre elles. Ainsi, ce sujet est réalisé avec du matériel Sony et Abecas. Il est destiné à prouver la supériorité du numérique. Observez ce personnage qui embarque dans le camion de la norme 422. La technologie au service de l'humour britannique. Sur chacune de ces images, le même véhicule. Mais les réalisateurs le font passer plusieurs fois pour prouver qu'à chaque nouveau passage, la qualité ne se dégrade pas. Sur cette petite route, le parcours du camion est répété 17 fois. À la 17e génération, l'image est toujours aussi pure. Les constructeurs, eux, sont moins perplexes que ces deux comédiens qui se dédoublent indéfiniment. Chez Sony, ils intensifient leurs efforts pour réduire le matériel numérique encore très encombrant. Le DVR1000 tel qu'il est constitué ici est constitué d'un transport de bande. Ça, c'est la mécanique de transport de bande. Ça, c'est le processeur numérique lui-même. Ce sont des 0 et des 1 que l'on enregistre et non pas un signal analogique qui donc est plus sujet au bruit. Là, en l'occurrence, les 0 et 1, à partir du moment où on arrive à savoir après si c'était un 0 ou un 1, on arrive à reconstituer exactement le signal d'origine. Et grâce à ça, on obtient donc une qualité d'image jamais égalée. Ça, c'est terminé. La cassette où il faut rechercher une image, ça prend beaucoup de temps. Un disque, vous avez l'accès instantané là-dessus. L'avantage de cette machine-là où il y a deux disques, c'est qu'on peut lire d'un côté et enregistrer de l'autre, simultanément, en temps réel. Et instantanément, une fois qu'on a enregistré ce qu'on veut, on inverse les rôles et on repasse, on ajoute encore quelque chose. Et on peut faire ça couche par couche, autant de fois qu'on veut, parce que tout passe dans le domaine numérique. Et à la limite, il n'y a pas de limite. On peut faire 1 million de générations si on veut, sans dégradation. Une fois que c'est terminé, on passe sur un support, oui. À la limite, c'est un support classique, où maintenant, il y a les bandes magnétiques numériques, les enregistreurs numériques, qui permettent toujours de rester dans ce domaine et donc encore la qualité de l'image originale. La totalité de la chaîne de production tend à se numériser. Simultanément, les supports d'enregistrement évoluent de la bande vers le disque numérique. La BK64 a une capacité d'enregistrement limitée entre 30 et 60 secondes, ce qui oblige à travailler segment après segment. Avec les générateurs d'effets spéciaux, il permet les réalisations les plus folles. Sur ce dernier document, seulement 2 acteurs, une table et 2 chaises. Grâce aux incrustations, la réalisation se déplace du studio vers la post-production. Mais l'image elle-même évolue, perd de sa réalité pour être transformée grâce au générateur d'effets spéciaux. Sur ces images, les démonstrations de Charisma.
Le banc de montage audio numérique sur disque dur, l'Audiophile AMS, dispose des mêmes performances. Pas de perte de qualité à chaque recopie et stockage des sons seuls ou en synchro. Sur des disquettes auxiliaires, les montages sont conservés et restitués à l'occasion du mixage final du produit. Couplé avec le banc de montage S de chez Ampex, il permet de configurer directement le montage son en accord avec le montage vidéo. Son, effets spéciaux, enregistrement, toutes les étapes de la production se numérisent et le studio de chez Thomson prouve que le tout numérique est en route. La société française présentait son mélangeur TTV 5650 en composante numérique, expérimenté depuis 2 ans à Rennes. Aujourd'hui, les caméras qui resteront pour longtemps encore des produits analogiques auront des signaux numérisés dès la sortie de la tête de caméra, c'est-à-dire que les signaux RVB les plus nobles seront numérisés et à ce moment-là, on aura la qualité la plus haute. Ensuite, dans la chaîne de traitement, les unités de stockage, magnétoscopes, les magnétoscopes numériques sont disponibles. Sony a présenté le sien depuis un peu plus d'1 an. Bosch présente au Symposium de Montreux pour la première fois un magnétoscope numérique. Donc je ne suis pas pessimiste du tout. Dans les prochaines années, toute la gamme sera couverte. Ensuite, dans les effets spéciaux, eh bien aujourd'hui, il y a une pléiade de sociétés qui proposent des effets spéciaux complètement numériques, dont les entrées et sorties sont numériques. Donc il n'y a pas de rupture de la chaîne de l'image. Ensuite, on trouve toutes les interfaces de liaison entre équipements analogiques et équipements périphériques. Donc, tous les équipements analogiques peuvent tout de même être utilisés. Enfin, les équipements purement numériques, comme la photothèque, comme l'analyseur d'images fixes, ceux-là sont couplables immédiatement au mélangeur. À Montreux, Thomson annonçait la vente de 3 studios numériques, dont un pour Pipa Vidéo et un autre pour la Société française de production. D'autres entreprises telles que Grasse Valley, qui présentait un prototype, et Cantel, associé à Link Electronics, s'attaquent elles aussi à ce nouveau marché du numérique. La pratique des machines, elle aussi, évolue. Les concepteurs de pupitres de bande montage ou de consoles pour effets spéciaux choisissent d'établir une relation conviviale entre l'homme et sa machine. C'est le cas du pilotage de Harry chez Cantel. Sur l'écran apparaît chaque image venue des supports d'origine. Les mélanges d'images peuvent se visionner instantanément. L'opérateur n'est plus confronté à un clavier complexe, mais à un stylet. Même principe chez plusieurs fabricants. La souris de Mickey permet de pointer ses choix sur un menu. Chez Maurice, l'opérateur touche directement l'écran avec son doigt. Il n'est plus confronté à des dizaines de touches, mais simplement à celles qu'il sélectionne. L'encombrement du matériel est donc très réduit. Miniaturiser les équipements et simplifier au maximum la manipulation des appareils est devenu le souci majeur des fabricants. Le CMX 100 est l'un des meilleurs exemples de cette volonté. Ici, vous avez une console de montage qui est particulièrement réduite. Elle a incorporé un mixeur vidéo et un mixeur audio. Elle a un mixeur vidéo avec 5 entrées. Elle a un mixeur audio qui permet de monter en stéréo sur les 2 tracks audio. On a la possibilité de faire des fondus et ça, de préprogrammer les fondus qu'on veut. Et elle a 2 entrées GPI, c'est-à-dire qui permettent de faire partir des appareils extérieurs. Ces appareils-là arrivent sur le marché avec un certain retard par rapport à l'Amérique, parce qu'en Europe, ce genre d'appareil va créer des grands changements de structure au sein du personnel. C'est un appareil qui est excessivement simple, qui permet de faire du montage en direct et en fait qui permettra à un journaliste qui se trouve à l'étranger de monter son produit fini déjà sur le poste. De son bureau extérieur, le correspondant verra en direct vers sa station un sujet tourné à partir de 2 cassettes.
Par exemple, un plateau en situation suivi de l'événement. Cette unité permet pour des sujets plus élaborés de transmettre un pré-montage. Au point d'arrivée, il ne restera plus qu'à relier les éléments sélectionnés en preview. Autre bouleversement considérable dans la pratique de création audiovisuelle, le développement du vidéodisque. Les capacités de montage virtuel sont de plus en plus importantes. Avec le CMX 6000, une fois les originaux d'une réalisation recopiés sur disque et chaque plan préalablement identifié, le monteur essaye plusieurs combinaisons de segments et finalement de scénarios sur une durée de 30 minutes d'image et de son. À tout moment, les séquences peuvent être changées et les producteurs font l'économie des copies de travail. Le symposium de Montreux est l'occasion de faire le point sur la télévision à haute définition. Elle offre une image de très grande qualité sur des écrans en proportion de la norme cinéma. Deux procédés s'affrontent, le système japonais déjà prêt et le procédé européen en cours de finition. Le second sera compatible avec le parc de téléviseurs actuel. En attendant, la société Aton propose une technique de production en 35 mm. Elle intègre le film au sein de la haute définition. Le 35 mm, support universel s'il en est, n'est pas encore concurrencé par la qualité de la haute définition telle qu'on a pu encore la voir hier lors des projections où il n'y a pas assez de lumière sur les écrans, où il n'y a pas, disons, une qualité d'image qui peut encore véritablement rivaliser avec le 35 mm. Alors, les Européens ont pensé qu'il fallait, d'une part, dans cette recherche d'un standard mondial unique pour la haute définition, continuer à faire des recherches. Et c'était, disons, l'objet, après Dubrovnik, l'année dernière, il y a tout juste un an, du lancement du projet Eureka. Les Européens ont encore quelques mois de recherche pour faire une contre-proposition face au format nippo-américain 1125 lignes 60 Hz. En 1990, le comité consultatif de radiodiffusion prendra une décision. D'ici là, chaque salon, chaque rencontre est l'occasion pour les Japonais de montrer les produits réalisés en haute définition. Les Japonais ont travaillé pour 15 ans ou 17 ans de développer un système vraiment basé sur 60 périodes. Et les Européens, les gens qui sont dans les domaines de 50 périodes, de l'alimentation électrique de 50 périodes, ne sont pas très contents de ce développement parce qu'il dit que ce n'est pas basé sur un système qui est bon pour eux. Bien, comme ça, on peut voir que les Européens ont décidé, après avoir vu la technologie japonaise, et la plupart c'est des équipements développés en Japon, malgré qu'il y a quelques équipements construits dans d'autres pays, le technique lui-même a été développé en Japon par la NHK, supporté par le gouvernement, par la population japonaise, par leur licence pour la télé. Comme ça, les Européens ont décidé qu'ils voudraient développer un système humain et ils ont consacré, je ne sais pas le prix en francs français, mais je crois que c'est à peu près 180 millions de dollars américains. Pour développer un système qui est mieux on peut mieux adapter à les normes européennes et qu'ils considèrent que c'est un système évolutionnaire qui peut, où le Européen qui a un récepteur en couleur aujourd'hui peut le retenir sans le changer et encore avoir une image mieux qu'avant et dans l'avenir encore des images plus mieux jusque ça monte à un niveau de même que la haute définition que les Japonais proposent. La haute définition européenne est associée au nouveau système de télédiffusion directe appelé D2 McPaquet. Ce système est compatible et évolutif. En revanche, le système japonais Muse est inadapté et figé. Là encore, la compétition est vive avec les Asiatiques. Cette visite de Montreux nous a permis de faire le point sur toutes les innovations.
en particulier l'abandon du tube pour les caméras de reportage et l'adoption par les fabricants des capteurs nécessitant moins de maintenance. Nous avons vu également la bataille engagée entre les deux formats demi-pouce, Betacam et M2, surtout sur le continent américain. Autre constat, la numérisation croissante des outils de production depuis la sortie caméra jusqu'à l'entrée du récepteur. La complexité des technologies employées s'accompagne d'une simplification des manipulations. Elle encourage les adaptations aux nouveaux postes de travail. Enfin, le combat entre l'Asie et le vieux continent pour s'imposer lors du prochain CCIR avec une norme mondiale de production et de diffusion. 5 idées forces qui ont animé ce dernier Montreux. Elles engagent l'avenir de nos outils de production, nos manières de travailler et notre environnement culturel.